Question, pour vous, La Petite Maison dans la Prairie, c'est plutôt une Madeleine de Proust qui vous régalera toujours, même si elle a passé un peu trop de temps au four, ou c'est plutôt un hostie au cyanure, le truc insipide qui vous étouffe sournoisement avec ses bons sentiments? Personnellement, je suis entre les deux. Je vois La Petite Maison dans la Prairie comme une Madeleine de Proust empoisonnée, la série dont on garde à tort une image exclusivement bucolique et béate, alors qu'avec le recul, c'était pas aussi candide que ça. C'était même plutôt hardcore en fait. Ah, La Petite Maison dans la Prairie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé de reconnaître que c'est une des séries télévisées les plus cultes de l'histoire, au milieu des Star Trek, Doctor Who et compagnie. Cette création de Michael London, alias Charles Ingalls, a commencé à être diffusée en 1974 aux États-Unis jusqu'en 1983. En France, c'était à partir de 1976 et depuis, on ne compte plus les rediffusions par le groupe M6 notamment. En tout, il y a 10 saisons, ce qui fait 205 épisodes, plus 3 téléfilms, dont le pilote. On n'est pas au niveau délirant de Haine et Passion, Les Feux de l'amour, Amour, Gloire et Beauté ou Grey's Anatomy, mais ça reste quand même énorme. C'est donc un feuilleton plongé dans le formol qui fait partie du paysage télévisuel depuis tellement longtemps qu'il nous est tous plus ou moins familier. Peut-être qu'on atteindra bientôt la date de péremption et que les plus jeunes générations n'auront strictement rien à carrer de La Petite Maison dans la Prairie, à moins qu'ils fassent un remake avec Tom Holland et Jacob Elordi dans quelques temps, sait-on jamais. Toujours est-il qu'on est encore tous capables de fredonner le générique, de se rappeler de Walnut Grove, de la famille Ingalls avec la facétieuse Laura, l'altruiste Charles, la sainte Caroline, la studieuse Marie et la petite Carrie. Il y avait aussi cette peste de Nellie Olsen, le gentil révérend, le gentil docteur Baker, les enfants maltraités, les bébés morts, la misère, les maladies, les massacres des Amérindiens, les tueurs en série, les catastrophes naturelles, et Jack, ce bon gros toutou qui manque de crever noyé dans le pilote. D'ailleurs, si vous voulez voir ou revoir toute la série sans payer 200 € l'intégrale en DVD, on a la solution pour vous. Ça s'appelle CyberGhost VPN et c'est le sponsor de cette vidéo. Pour rappel, un VPN c'est un réseau privé virtuel, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet de naviguer librement et anonymement sur le net en chiffrant vos données et en dirigeant tout votre trafic internet via un canal sécurisé, par exemple pour éviter les piratages de personnes ou de sites mal intentionnés. En d'autres mots, un VPN c'est une sorte de cape d'invisibilité qui garantit votre tranquillité et votre sécurité dans cette jungle impitoyable qu'est Internet. Ça marche depuis la France et depuis un peu partout dans le monde puisqu'il y a des serveurs CyberGhost dans plus d'une centaine de pays. Le gros plus, c'est que CyberGhost ne permet pas seulement de masquer votre adresse IP, il permet d'utiliser une IP étrangère et donc de dépasser les frontières d'Internet. Concrètement, vous pourrez avoir accès à tout le contenu qui est bloqué quelque part dans le monde et auquel on n'a pas accès normalement. Ça peut être le cas d'articles de presse ou, dans le cas qui nous intéresse, de catalogues de VOD étrangers comme ceux de Netflix, Disney+, Amazon, Apple TV+, qui changent énormément d'un pays à un autre. Ça fonctionne avec une quarantaine de services de streaming, donc il y a de quoi s'occuper et trouver son bonheur. Autre avantage, c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, même les consoles de jeux, et c'est possible de l'utiliser sur 7 appareils différents. Et après tout, CyberGhost, c'est 15 ans d'expérience et 38 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Si ça vous tente, vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui vous donne accès à une belle réduction, 2 € par mois, soit une économie de 83%, sans oublier les 4 mois offerts sur la souscription de 2 ans. Si vous hésitez, pas de problème non plus, vous avez 45 jours pour tester CyberGhost et vous faire rembourser si besoin. Bref, zéro excuse pour ne pas vivre vos rêves et vous refaire l'intégrale de La Petite Maison dans la Prairie. Ce serait mentir que de dire que La Petite Maison dans la Prairie n'a pas un peu mérité sa réputation de série de cul béni et sa parodie des nuls, La Petite Maison dans la niaiserie. Oui, il y a de la nunucherie ambiante, des dialogues franchement neuneux et des prêches moralisateurs qui virent à la crise de foi, notamment avec son saint patriarche auréolé qui joue du violon avec sa gueule de labrador. Et certainement que le doublage français, le temps et certains épisodes what the fuck n'ont pas vraiment aidé. Oui, la devise des Ingalls, c'est travail, famille, église, une sorte de mix entre Pétain et Vin Diesel. Et il y a du mélodrame un peu partout, mais c'est pas les bisounours non plus. Et c'est normal, puisque la série raconte la vie des pionniers après la guerre de sécession. Généralement, les films ou séries qui dépeignent cette époque, c'est pas Camping Paradis.
l'origine, la série La Petite Maison dans la Prairie est l'adaptation romancée et idéalisée, voire même idyllique, des romans autobiographiques de la vraie Laura Ingalls Wilder, publiés entre 1932 et 1943 quand elle avait la soixantaine passée. Ils sont depuis devenus des classiques de la littérature aux États-Unis, notamment dans les rayons jeunesse. Mais cette série littéraire est elle-même la version tronquée de l'enfance de l'écrivaine et de sa famille, une enfance qui n'avait évidemment rien d'un conte de fées. Au départ, elle avait rédigé une première ébauche plus authentique qui s'appelait Pioneer Girl, Iron Curl et qui parlait plus ouvertement des travers de la famille, des horreurs et des humiliations qu'ils ont subies, comme la fuite nocturne pour ne pas payer le loyer, la tentative de viol dont Laura a été victime vers ses 11 ans, ou encore ce couple altruiste qui a voulu l'adopter quand elle avait 9 ans pour la faire travailler comme domestique et ainsi effacer les dettes de sa famille. Ce manuscrit, plus véridique, a fini par être édité par Pamela Smith Hill en version annotée en 2014 aux États-Unis, où il a fait un carton prouvant bien la place toute particulière de la série et des Ingalls dans la culture nord-américaine. À l'époque, cette histoire n'avait pas trouvé preneur et sur les conseils de sa fille, Rose, Laura Ingalls Wilder a réécrit son histoire en l'aseptisant, ce qui lui a permis de trouver son lectorat et de devenir une romancière à succès. Il y a eu 9 tomes et le tout dernier, incomplet, a été édité en 1971. La série, elle, est arrivée en 74, donc en fait cette histoire a jamais vraiment eu le temps de prendre la poussière aux États-Unis puisqu'elle est sans cesse réactualisée. Enfin bon, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce récit plutôt empoulé qui valorise le dur labeur, l'endurance et la solidarité des pionniers américains du 19e siècle. Mais Laura Ingalls Wilder ne s'est jamais cachée d'avoir maquillé la vérité. En 1937, par exemple, elle a donné un discours dans une foire aux livres de Détroit où elle a expliqué qu'elle avait raconté la vérité dans ses livres, mais pas toute la vérité, et qu'elle a donc volontairement laissé de côté certains aspects trop macabres. Exemple assez fou, elle aurait raconté durant ce même événement comment elle et sa famille avaient croisé la route de la famille des Bender, surnommée les Bloody Benders. C'était une famille de tueurs en série qui possédait notamment une auberge dans le Kansas. Elle a donc raconté les rumeurs sur les étranges disparitions qui se sont répandues dans sa communauté à l'époque, et notamment le fait que son père a grosso modo rejoint une milice pour les traquer et les arrêter entre guillemets. Laura avait alors le souvenir de son père qui, après coup, disait d'un ton plutôt étrange et affirmatif que personne ne les retrouverait jamais. Et comme ils n'ont jamais été officiellement retrouvés, Laura disait qu'elle en avait tiré ses propres conclusions. Quand bien même ce serait faux ou très largement réinterprété, ça reste quand même super glauque comme invention, surtout pour promouvoir des livres pour enfants. Mais bon, tant qu'on en est à désacraliser Charles, c'était juste pas un saint. Oui, il jouait du violon et il était très proche de sa petite fille adorée, mais c'était aussi le genre à occuper illégalement les terres aux sages, à participer à des milices pour dérouiller du voyou et à faire des blackface pour faire marrer les potes. Et Caroline, c'était une sorte de Karen xénophobe. En fait, rien de bien surprenant non plus au vu du contexte politique et social de cette période de l'histoire. Mais le contraste avec la bienveillance affichée de la série est toujours un peu violent. La vraie Laura Ingalls Wilder elle-même a été rattrapée par ses paroles racistes et ses biais idéologiques, notamment en ce qui concerne les Amérindiens. Étant donné le racisme sous-jacent dans son œuvre, dont on prend la mesure aujourd'hui, un prix littéraire qui portait son nom depuis 1954 a été rebaptisé en 2018 par l'Association des bibliothèques pour enfants. Les livres n'ont pas été brûlés ni déchirés, encore moins interdits à la vente, ils sont encore lus et étudiés, donc ça va, il n'y a pas non plus de cancel culture à l'horizon. La série a donc voulu garder l'image d'une famille idéale et d'une communauté qui s'entraide, mais elle n'a pas non plus pu gommer toutes les réalités de cette époque. Alors oui, le froid, la faim, la misère, la maladie, l'insécurité, la mortalité infantile, tout ça, ça fait l'objet de dizaines et de dizaines d'épisodes, mais parfois c'est Michael London et les scénaristes tout seuls qui ont vrillé dans leur coin. Dans la saison 4, par exemple, Laura est séquestrée par une femme qui la prend pour sa fille décédée. Plus tard, elle perd son nouveau-né, accuse le docteur Baker d'incompétence, ce qui fait que les habitants le chassent de la ville. Ah, et avant ça, ses parents avaient eu un autre bébé, mais comme elle était jalouse, elle a prié Dieu pour qu'il tue le bébé, sauf que le bébé est tombé malade et qu'il est vraiment mort, du coup elle a fugué, elle a demandé à Dieu de la prendre elle à la place, mais bon, elle a fini par rentrer à la maison et elle a pris une bonne leçon de vie. Autre exemple, dans la saison 9, elle et sa nièce Jenny, jouée par la jeune Shannon Doherty, sont retenues en otage par un homme psychotique qui venait de tuer sa femme et sa fille. Toujours dans la saison 9, Monsieur Edward recueille un petit garçon sourd et muet qui était exploité par un tyran qui le droguait, le frappait, l'affamait et le maintenait en cage pour le faire passer pour un enfant sauvage, histoire de se faire du fric sur son dos. Ah, et il était muet parce qu'on lui versait des produits acides dans la gorge. Et il y a Caroline aussi qui part au chevet de sa meilleure amie mourante parce que son mari l'a maltraitée pendant qu'elle était enceinte. Elle finit par mourir en couche et demande à Caroline de trouver un foyer à son bébé.
N'oublions pas Marie, qui est bien devenue aveugle dans la vraie vie, mais qui ne s'est pas mariée, n'a pas fondé une école pour aveugles qui a pris feu à cause d'Albert, qui a tué son bébé, Charles Junior, sur le coup. Donc vraiment, les scénaristes avaient un peu une dent contre elle, je vois pas trop autrement. La même dent qu'ils avaient contre Albert, le fils adoptif des Ingalls, inventé de toutes pièces par Michael London. C'est donc un gamin à qui il arrive les pires trucs possibles dans la série, le fait qu'il soit à la rue pour commencer, son addiction à la morphine, des déceptions, en veux-tu, en voilà, jusqu'à sa maladie incurable à la fin de la série. On s'arrêtera quand même sur le cas de Sylvia Webb parce que c'est probablement le plus glauque et la preuve ultime que non, on ne peut pas coller les gosses devant la petite maison dans la prairie comme on les collerait devant Peppa Pig ou les Dalton. Ça se passe dans la saison 7, dans un double épisode qui commence de façon toute mimi puisque Albert tombe amoureux de la gentille Sylvia Webb, une jolie jeune fille de 15 ans qui a été violée et répudiée pour être tombée enceinte. Elle finit par mourir en chutant du haut d'une échelle pour échapper à son violeur qui voulait de nouveau s'en prendre à elle. Au final, Albert pleure au-dessus de son cadavre à la fin de l'épisode. Enfin bon bref, je vais pas en raconter plus, mais on est quand même loin des tirages de couette entre Laura et Nelly. Du coup oui, avec ces touches dramatiques, voire super violentes disséminées ça et là, c'est pas si étonnant que ça que la série ait un final aussi tumultueux. Ça, c'est aussi une partie qu'on oublie un peu trop souvent, mais La Petite Maison dans la Prairie a été annulée en 1983 après un gros déclin des audiences. Et en vrai, ça pouvait se comprendre, le ton avait énormément changé depuis la saison 6 et l'arrivée d'Almanzo Wilder, le mari de Laura. La vraie Laura avait d'ailleurs consacré tout un roman à son enfance en plus de la sienne. À partir de cette saison 6, plusieurs personnages iconiques ont commencé à être progressivement mis en retrait, comme Alison Arngrim, l'interprète de Nelly, Melissa Sue Anderson, l'actrice qui jouait Marie, Karen Grassel, qui incarnait sa mère Caroline, mais aussi et surtout Michael London lui-même. La saison 9 a ensuite été rebaptisée Little House A New Beginning. Les Ingalls vendent leur maison, quitte Walnut Grove et laisse la vedette à Laura dans son nouveau rôle de mère et d'épouse. En fait, cette dernière saison devait en réalité être le point de départ d'un spin-off consacré aux Wilder, mais l'explosion de la cellule familiale, c'est-à-dire le cœur même de la série, a détourné une bonne partie des téléspectateurs. NBC a donc décidé d'arrêter la série principale et les projets dérivés en discussion, histoire d'éteindre le feu à temps. Mais comme il n'était pas non plus question de tout arrêter comme ça, la chaîne a diffusé 3 téléfilms, Le Chemin des Souvenirs, L'Enlèvement et Le Dernier Adieu, ce dernier ayant été écrit et réalisé par Michael London. Alors pour ceux qui ne savent pas comment se termine la série, essayez de deviner. Réponse A, tout le monde finit autour d'une grande table pour prendre un dernier repas ensemble et se rappeler les bons vieux souvenirs. Réponse B, chacun prend un chemin différent après des au revoir chaleureux et larmoyants mais pleins d'espoir. Réponse C, les habitants font exploser Walnut Grove à grands coups de dynamite pour emmerder ces connards de capitalistes. Et la bonne réponse est la C, aussi grandiloquent que ça paraisse. À la fin, dans un silence quasi religieux, les habitants font donc sauter leurs maisons, commerces et établissements en tout genre, dans ce qui ressemble à un grand rite funéraire et sacrificiel, le tout accompagné d'une petite musique mélancolique. Seule l'église a été épargnée parce qu'il s'agissait pas non plus de tomber dans le blasphème d'un côté comme de l'autre de l'écran. La raison de cette folie destructrice, c'est l'arrivée à Walnut Grove d'un promoteur avide qui revendiquait la propriété des terres sur lesquelles la ville a été construite. Forcément, ça a mis les habitants en pétard. Pour ne pas être dépossédés de leur terrain et du fruit de leur travail et en plus rendre encore plus riche un homme déjà plein aux as, ils font une, si je peux pas l'avoir, personne l'aura. Tout ça, ça a aussi un rapport avec l'annulation de la série. Dans son autobiographie publiée en 2009, Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls, a expliqué que la rancœur de Michael London, qui était resté producteur exécutif et parfois scénariste et réalisateur sur la série, avait pesé dans la balance. Elle a expliqué qu'elle avait eu Michael London au téléphone pour lui demander si la série était annulée ou non. Il a seulement pu lui dire qu'il n'avait pas reçu d'appel officiel de la chaîne, mais qu'il avait entendu que la série ne figurait plus parmi les émissions et séries de la programmation d'automne de NBC. Le fait de ne pas recevoir de coup de fil ou de courrier officiel l'a donc mis en rogne, surtout qu'il travaillait pour la chaîne depuis 1959. Il aurait donc vu ça comme un manque de respect de la part du président de NBC de l'époque, Brandon Tartikoff, et se serait mis en tête de détruire tous les plateaux et décors. Et au fond, c'est vrai, chaque bâtiment qui avait été construit en dur a été réellement dynamité à l'initiative du créateur, qui ne souhaitait pas que les décors emblématiques puissent être réutilisés dans d'autres séries, comme c'est parfois le cas par souci d'économie ou de gain de temps. Pour le côté moins drama, il y a aussi une autre explication, plus rationnelle. Les décors extérieurs étaient situés au nord de Los Angeles, à Big Sky Movie Ranch, une propriété privée où a par exemple été tournée une partie de la série Westworld. Le contrat prévoyait qu'il fallait que le terrain soit rendu dans son état d'origine, donc faire sauter tous les bâtiments aurait aussi été un moyen de se faciliter la tâche en ayant simplement des gravats balayés derrière, en plus d'offrir un final aussi spectaculaire.
C'est plausible, puisque Michael Landon a ensuite continué de travailler avec NBC et le ranch privé pour la série Les Routes du Paradis dans les dernières années de sa vie. Donc peut-être qu'il a été très en colère sur le moment et que l'idée de se venger lui est effectivement passée par la tête. Mais on peut aussi le voir comme une façon un peu extrême d'arracher le pansement, en plus de garder la paternité de l'œuvre. Toujours est-il que symboliquement, la série est morte avec ses décors dans un dernier geste rebelle qui ne l'a pas éloignée d'une image finalement niaise qu'elle n'a pas tant que ça. Après, vu tout ce qui est sorti depuis sur la personnalité de Michael Landon et son attitude très problématique sur le tournage, disons que le doute est aussi permis. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, mais comme j'ai pas non plus pu détailler tous les pires trucs qui arrivent dans la série au risque d'avoir une vidéo interminable, surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les épisodes qui vous ont traumatisé ou que vous avez trouvé super glauque. Et surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre partenaire CyberGhost, le lien pour avoir 4 mois offerts et 83% de réduction est dans la description de cette vidéo. Vraiment, sortez couvert même sur internet, en plus c'est sans risque puisqu'il y a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus détruire votre enfance et les bons souvenirs candides que vous avez, je vous renvoie vers la vidéo de Judith sur l'horrible vérité derrière Sauver Willy. Quant à moi, je vous dis merci d'être resté jusque là et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Stop.